Bonjour à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont voici les principaux faits. Concernant donc le logement avancé du projet Zéro Bidonville, nous verrons ça durant cette édition. Et Diwana Zakat, donc le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, a parrainé la cérémonie de distribution de la première tranche du parrainage de l'année pour 2019. Et l'Union européenne appelle l'Iran à arrêter l'enrichissement de l'uranium. Voilà, donc c'était les titres qui vous seront développés. Merci à vous de nous rejoindre. Nous débutons cette édition par ce document de la rédaction. Le projet Zéro Bidonville faisait l'objet donc d'une grande réunion lundi dernier au Djibouti Palace Kempinski, où étaient réunis autour de la ministre du Logement, Amina Abdi Aden, l'ensemble des ambassadeurs et les représentants des institutions onusiennes afin de développer des stratégies pour le financement de ce vaste projet appelé Zéro Bidonville. Voici un éclairage sur ce projet historique du président Ismaël Omar Guelleh. Programme audacieux qui vise à intégrer la résorption de l'habitat précaire et d'en finir avec des bidonvilles dans la capitale en améliorant les conditions de vie urbaines et de répondre de manière appropriée aux besoins de logements décents pour tous les Djiboutiens. Il s'agit du réaménagement progressif des anciens quartiers de la capitale. Le projet en question n'est qu'un volet de l'initiative du président de la République pour le logement, l'un de ses plus grands chantiers de sa présidence. Le président de la République a fait en effet de l'accès de chaque ménage djiboutien à un logement décent une priorité nationale depuis 2018, baptisée Année du logement. C'est ainsi que depuis des vastes chantiers de logements sociaux et autres fleurissent dans toutes les périphéries de la capitale. Au PK13, notamment à Barwako et à Nagad. La quasi-totalité des terrains disponibles autour de la ville de Djibouti sont viabilisés et aménagés pour être bâtis en priorité pour les logements sociaux. Rien que sur les plateaux du PK13, près de 2000 logements sont en cours de construction et pour certains déjà achevés et habités. Le secteur privé, local et international intègre ce vaste programme et investit dans l'immobilier. Un programme qui à terme vise à bâtir aujourd'hui le Djibouti de demain et au final donner un nouveau visage à notre capitale Djibouti avec la disparition progressive des anciens quartiers, autrement les projets Zéro Bidonville. Il y a le projet Zéro Bidonville qui doit reprendre toute la ville et faire de cette ville à terme, c'est un projet de longue haleine, c'est un programme d'ailleurs, ce n'est pas un projet, c'est un programme, et faire de cette ville à terme une ville moderne qui répond aux critères d'un habitat décent et durable. Donc c'est ça aussi l'objectif qui nous a été assigné. Le programme Zéro Bidonville, c'est un programme assez large qui va toucher plus de 113 000 habitants, soit environ 10% de la capitale, 10% de la population qui vit dans la capitale. Et ces quartiers-là vont bénéficier d'une amélioration de leur niveau de vie. Je dirais une amélioration de leurs conditions de vie, parce que nous allons amener à restructurer les quartiers, mettre à niveau. S'il y a un manque d'infrastructures, nous allons également placer ces infrastructures-là en concertation avec les départements sectoriels. Mais juste pour vous dire que c'est un programme qui est de longue haleine, qui va durer 15 ans. Et nous avons en cible 13 quartiers qui ont été identifiés, donc 3 dans la commune de Boulaous et 10 dans la commune de Balbala. Alors le premier quartier qui va servir comme projet pilote de ce programme a été choisi, c'est le quartier de Balbala, quartier neuf, Balbala ancien, qui, avec un financement de la Banque mondiale, parce que c'était le premier partenaire qui a dit, moi je vais accompagner le gouvernement et mettre à disposition un premier financement pour restructurer ce quartier-là. Alors ce quartier-là, nous allons déjà commencer une première voie dès cette année, c'est-à-dire dans quelques mois, la réalisation d'une première voie pour déjà desservir et améliorer la mobilité urbaine du quartier. Et par la suite, nous allons rentrer dans le quartier pour essayer de restructurer les quartiers et amener des voiries tertiaires, parce qu'actuellement, une personne qui souhaite aller ou prendre un bus ou même faire sortir un malade doit pouvoir porter ce malade-là à marcher plusieurs kilomètres pour avoir accès à une route. L'initiative du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour le logement, un projet historique qui a pour objectif de donner un nouveau visage à notre capitale, où chacun disposerait un chez-soi décent dans un milieu urbain assaini. Bref, une capitale où il fera bon à vivre.
Vous suivrez donc l'intégralité de l'initiative du président de la République pour le logement, un magazine à suivre ce soir à 20h30 sur la chaîne 4. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, a parrainé la cérémonie de distribution de la première tranche du parrainage de l'année 2019 au Palais du Peuple. L'événement s'est déroulé en présence donc, du directeur de la Diwan Zakat, Suleiman Hassan, et des hommes d'affaires djiboutiens. Au cours de cette cérémonie, chacun de ces orphelins a reçu une enveloppe de 15 000 francs djibouti des mains du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf et du directeur général de la fondation du Diwan Zakat. La générosité des Djiboutiens permet à cette fondation d'intensifier et de poursuivre ses œuvres charitables d'année en année, ce qui en dit long sur l'esprit de solidarité des Djiboutiens. L'événement a permis de redonner le sourire à quelques 1160 orphelins issus de différents quartiers populaires de la capitale. Diwan Zakat s'est donné comme objectif de redonner le sourire à tous ces orphelins. Et dans une intervention, le représentant du conseil d'administration de la Diwan Zakat, Mohamed Abdi Saïd, a souligné l'importance de garantir un soutien constant et régulier aux orphelins et a exhorté le commerçant et les hommes d'affaires à contribuer à ce noble projet. Et dans une intervention faite sur place également, le directeur général de la Diwan Zakat a rappelé que cette fondation charitable a connu d'année en année une nette évolution de ses activités. Elle a acquis la confiance des zakataires, des familles démunies et des organismes qui œuvrent dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, a-t-il souligné. Le directeur général de la fondation Diwan Zakat, Suleiman Hussein Moussa, a rappelé, je cite, « La fondation connaît d'année en année une nette évolution de ses activités. Elle a acquis la confiance des zakataires, des familles démunies et des organismes qui œuvrent pour la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ». Fin de citation. Bref, la fondation Diwan Zakat est chargée de collecter, d'organiser et de distribuer les revenus de la zakat conformément aux préceptes du droit islamique, mais aussi de sensibiliser et de mobiliser la population sur l'importance de la zakat, qui est un des 5 piliers de l'islam. C'était ensuite au tour du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, de prendre la parole. Il a mis en exergue la tenue donc de cette cérémonie de distribution de la zakat qui vient traduire le traditionnel sens de l'hospitalité et de la solidarité qui fait partie intégrante de notre identité nationale. D'un temps solennel, il a exhorté les citoyens djiboutiens à faire preuve de solidarité envers leurs compatriotes les plus vulnérables. À raison d'ailleurs que la générosité des Djiboutiens permet à cette fondation d'intensifier et de poursuivre ses œuvres charitables au fil du temps. Pour le ministre Moumin Hassan Barré, Diwan Zakat a traversé donc plusieurs étapes, la première étant celle d'une ferme volonté politique du chef de l'État. A noter que la Diwan Zakat est une organisation créée en 2004 par décret présidentiel et elle est un établissement public à caractère social rattaché au ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf. Diwan Zakat est non seulement chargé de collecter, de distribuer les revenus de la zakat conformément aux préceptes du droit islamique, mais aussi de sensibiliser la population sur l'importance de la zakat. En nouvelle nationale toujours, des unités de la police bientôt déployées à Mogadiscio. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, accompagné de plusieurs experts des unités de police constituées de l'Union africaine, a effectué hier un contrôle préalable des différentes équipes prêtes à être déployées à Mogadiscio en Somalie. Les différents regroupements de la police étaient composés d'une section de maintien de l'ordre, d'un groupement d'intervention rapide, d'une section de lutte raid, accompagné et logistiquement renforcé des chiens d'attaque et d'une section de blindés. Placées sous le commandement de 2 officiers supérieurs djiboutiens, ces unités seront bientôt déployées dans la capitale somalienne pour effectuer des opérations de maintien de la paix et de sécurité à Mogadiscio, la capitale somalienne. Une cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre Touch Road International Holding Group et l'Office national de tourisme de Djibouti pour le projet intitulé Tour Africa, le nouvel horizon de Touch Road a eu lieu donc ce matin. Le présent document a pour objet d'énoncer les termes d'un protocole d'entente conclu entre Touch Road et l'Office national du tourisme de Djibouti dénommé Djibouti ou Partie B, qui servira de cadre pour élargir la coopération et la collaboration pour donc l'investissement
l'avantage mutuel des deux parties. Touch Road collabore actuellement avec le gouvernement africain à ce projet Tour Africa des New Horizons, visant à renforcer le secteur du tourisme dans les pays africains et à encourager les citoyens chinois à visiter l'Afrique ainsi que les investisseurs à investir dans le tourisme et l'hôtellerie des pays africains. Ce mémorandum d'entente couvre les domaines spécifiques donc suivant la coopération dans le tourisme et l'hôtellerie en Afrique, l'identification et la convenance des zones touristiques spécifiques à chaque membre africain du projet, la recherche appliquée et le développement pouvant être utilisés de manière pratique par les acteurs de l'industrie du tourisme pour la politique et la prise de décision générale des membres africains respectifs dans le cadre de ce projet. Le groupe Touch Road International Holding est basé à Shanghai, mais a initialement été créé au Ghana, en Afrique occidentale, en 2000. Désormais, Touch Road est devenu un groupe multinational engagé dans le commerce international, les investissements, les échanges culturels, touristiques, le développement des zones économiques spéciales avec des entreprises dans plus de 30 pays africains, en Europe et en Amérique. Écoutons à présent donc l'intervention et les explications du directeur général de l'Office national du tourisme de Djibouti, M. Ousmane Abdi Mohamed. Mr. Leyou est un grand ami de Djibouti, puisqu'il est toujours en première ligne pour le développement du tourisme. On connaît très bien les différents investissements qu'il est en train de réaliser ici à Djibouti. Et vraiment, ces investissements vont façonner notre paysage touristique ici à Djibouti. Et à travers ces MOI, justement, il s'agissait de renforcer notre coopération pour l'arrivée de plus en plus de touristes de Chine. Vous connaissez très bien que la Chine est le premier pays émetteur de touristes. Donc nous souhaiterions disposer justement, en tout cas faire connaître à plus de touristes chinois nos paysages naturels et touristiques ici à Djibouti. Et nous nous réjouissons évidemment de ce partenariat qui vient d'être signé aujourd'hui. Très prochainement, il y aura, comme M. Leyou a dit, un autre charter qui viendra de Chine. Mais ce n'est pas juste dans ce programme spécial, mais il s'agit d'aller au-delà de ce programme pour faire connaître Djibouti auprès de la Chine. Dans le cadre des renforcements des capacités de la police locale de la ville de Beledweyne et de la population civile pour lutter contre les actes terroristes du groupe extrémiste Al-Shabaab, la mission de l'Union africaine en Somalie a organisé un séminaire pour la gente féminine. Ce séminaire d'une importance capitale a été présidé par le commandant de la police Amisom de la ville de Beledweyne, Major Dantim, le commandant du bataillon somalien, colonel Farah Koshin, le procureur du tribunal militaire somalien, Mohamed Abdelkader, et le représentant des forces de l'armée djiboutienne Hill, le lieutenant Ayan Le Hassan Medan, le préfet de la région Mohamed Ahmed Fod Adé, ainsi que plusieurs autres responsables. Outre les responsables, ce séminaire s'est déroulé en présence des membres de la junte féminine, de la police locale de la ville de Beledweyne et des jeunes filles issues de la société civile, ainsi que les staffs féminins des forces armées djiboutiennes. Par ailleurs, ce séminaire avait pour principal objectif de sensibiliser la société civile et la police locale afin d'œuvrer ensemble pour la lutte efficace contre les actes terroristes et barbares du groupe extrémiste Al-Shabaab. Rappelons que le groupe extrémiste Al-Shabaab se rend donc dans les écoles religieuses et les mosquées afin de sensibiliser par force la population pour travailler à leur compte et pour faire face à ce fléau qui ne cesse de se développer. L'AMISOM a décidé d'organiser ce séminaire pour que la société civile et la police locale puissent travailler ensemble afin d'éradiquer toute forme d'actes terroristes du groupe extrémiste Al-Shabaab. Écoutons à présent les réactions donc des participants à ce séminaire. Pour lesquels nous avons réuni la société civile aujourd'hui avec les membres des forces armées djiboutiennes, éthiopiennes, la police de l'Union africaine, c'est de discuter et de savoir comment est-ce que la société civile peut participer à la lutte contre le terrorisme. Il est très important que aussi les journalistes soient informés des procédures à prendre et comment aussi lutter contre la propagande des terroristes. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'être à Beledweyne
d'être avec la ministre de la Femme, le ministre de la Sécurité intérieure, le chef de la police locale, pour vraiment que la communauté sache quoi faire quand il y a une situation de crise, spécialement d'attaque terroriste. Et comment aussi collaborer avec la police locale, essayer de transmettre les informations à temps. Donc ça, c'est le but de notre formation aujourd'hui. Il y aura environ 35 personnes formées. Ça va être une formation de formateurs et on s'attend à ce que dans les 3 prochains mois, ils puissent aussi continuer la formation pour d'autres personnes. Donc nous reviendrons pour une mission d'évaluation. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Mohamed Absi Waes, survenu lundi soir en Suède. Né en 1953, le défunt laisse derrière lui une grande famille, dont une veuve, 4 enfants et plusieurs petits-enfants. Le défunt était également l'oncle matériel de notre collègue Mohamed Higué. La direction générale et l'ensemble du personnel de la radiodiffusion télévision de Djibouti s'associent à la douleur de la famille de feu Mohamed Absi Waes et présentent leurs condoléances les plus attristés, tous prient également le tout miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelle du monde, à présent, l'Union européenne appelle l'Iran à arrêter l'enrichissement de l'uranium. L'Europe exhorte l'Iran à respecter les limites fixées par l'accord sur son programme nucléaire après les dernières menaces donc de Téhéran d'augmenter encore son enrichissement d'uranium. L'Union européenne poursuit les discussions pour tenter donc de sauver le texte dont Washington s'est retiré l'an dernier. Ce lundi, donc, Téhéran a menacé d'accroître encore son enrichissement d'uranium à un niveau plus de 5 fois supérieur au plafond imposé par l'accord. Depuis 2 mois, Téhéran a annoncé s'affranchir progressivement de ses obligations liées à l'accord de Vienne conclu en 2015 pour que les parties restantes lui permettent de retirer les avantages économiques initialement escomptés de ce pacte. Johnson contre Hunt, le face-à-face tendu pour la première place du Royaume-Uni. C'était un débat très tendu et animé, le premier et dernier face-à-face de la course au poste de Premier ministre britannique. Sur le Brexit, les 2 candidats, Boris Johnson et Jeremy Hunt, affichent vouloir renégocier l'accord de Theresa May, négocié avec l'Union européenne, c'est que l'Union européenne refuse à ce jour. Les 2 candidats ont dû s'exprimer sur la relation spéciale de Londres avec les États-Unis après la publication de ce courriel diplomatique confidentiel de l'ambassadeur britannique à Washington, peu flatteur à l'égard de Donald Trump et sa vive réaction. Ce débat a eu lieu alors que les 160 000 adhérents du parti conservateur votent par correspondance pour départager les 2 hommes, un vote qui devrait s'achever le 22 juillet. Et si Boris Johnson est le grand favori pour succéder à Theresa May, difficile de dire quel impact aura eu ce face-à-face sur les votants. Et enfin, 44 migrants secourus en mer par un navire de sauvetage allemand. Les 44 migrants en détresse au large de la Libye, secourus donc par le navire humanitaire allemand Alan Kurdi, sont arrivés mardi après-midi à Malte. Une photographie prise en mer par l'ONG allemande de Sea Eyes montre les 44 personnes entassées sur une longue barque en bois, rejointes par les secouristes à bord d'un canot pneumatique qui leur ont distribué donc des vestes de sauvetage orange. Dimanche soir, 65 autres migrants secourus par l'Alan Kurdi étaient arrivés à Malte, acheminés par les forces armées maltaises. Le bateau s'était vu interdire d'accoster à Malte et en Italie. Ces 65 migrants ont ensuite été repartis entre plusieurs pays européens après des discussions entre Malte et l'Union européenne et avec le gouvernement allemand. Le processus donc avait nécessité des tractations car ces migrants n'avaient pas été secourus dans une zone sous responsabilité maltaise. La destination finale des 44 migrants secourus mardi n'était pas claire dans l'immédiat. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.